Ok, bon, c'est parti. Bonjour à tous. Merci d'être venus à ce workshop en fait, dédié aux avancées technologiques sur la messagerie pour les grandes organisations. D'où ce titre. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Fabrice Tégon, je suis directeur de projet chez Bluemind depuis maintenant bientôt 2 ans. Devait être avec nous Pierre Baudraco, le fondateur de Bluemind, qui finalement a un petit empêchement de dernière minute. Donc on va le remplacer au pied levé et assurer la présentation aussi à sa place. Et avec moi, il y a donc Thomas Cataldo, qui est le directeur technique de Bluemind. Il interviendra après sur les aspects un peu plus techniques sur la solution et vous expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne, ce que je serais bien incapable de faire. Donc Bluemind en bref, qui sommes-nous? Bluemind en fait est une société éditrice de logiciels, le logiciel du même nom, Bluemind, qui est une messagerie collaborative d'entreprise. Donc c'est une messagerie open source, made in France. Toute l'équipe de R&D en fait est basée sur Toulouse, donc ce qui assure en fait un contact proche avec toutes les équipes. Et sachant que toute la R&D est basée sur Toulouse, ils se connaissent depuis 10 à 15 ans, voire un peu plus, ce qui assure donc une pérennité au niveau de l'outil. Nous sommes le premier éditeur en fait, de messagerie au niveau européen. Nous avons plusieurs références, de la petite à la grande organisation. Nous avons une couverture internationale. Nous sommes essentiellement basés, en fait, nous avons essentiellement des clients en Europe, mais quelques-uns également en Afrique. Donc, comme je vous le disais, en fait, c'est une société éditrice française, open source. Nous travaillons en fait avec énormément d'intégrateurs. Donc, on a un parc en fait de partenaires qui sont ceux qui vont chez les clients pour installer la solution ou qui hébergent notre solution pour dispenser du service auprès des différents clients. Comme toute la R&D, en fait, comme je vous le disais, est basée sur Toulouse, ça nous assure en fait une pérennité au niveau de tout le code qui est injecté dans Bluemind, que ce soit au niveau des protocoles standards, mais surtout de toutes les couches qu'on a pu ajouter. Je pense très fortement en fait, à Active5 et à la couche MAPI, on y viendra juste après, qui assure le fonctionnement natif d'Outlook avec notre solution. Donc on est éditeur, mais être éditeur, en fait, qu'est-ce que c'est? Pour les clients, être éditeur, ils pensent tous que c'est apporter des nouvelles fonctionnalités au produit régulièrement et apporter un support efficace. Côté client, c'est normal, c'est effectivement ça le boulot d'éditeur. Maintenant, pour pouvoir répondre en fait, à ces deux demandes, ça implique énormément de choses. Donc on peut le voir, il faut apporter les outils d'administration et d'exploitation de la solution. Il faut faire vivre tout l'écosystème en fait, autour de la solution. Donc le parc de partenaires, par exemple, la documentation technique pour les administrateurs, la documentation utilisateur. Il y a donc énormément de choses à faire pour que la solution fonctionne. Également, il faut assurer la pérennité et la bonne installation de l'outil sur plusieurs systèmes d'exploitation, pour plusieurs versions de ces systèmes d'exploitation, pour plusieurs versions de Bluemind. Donc rien que ça, en fait, on voit qu'il y a un boulot extrêmement conséquent autour de l'outil pour répondre à ces besoins simples au niveau des utilisateurs et des clients qui sont d'apporter un support efficace et d'apporter des nouvelles fonctionnalités. C'est également, excusez-moi, je le vois en voyant le slide, vous apportez des outils de migration, apporter une solution, c'est bien, apporter des outils qui permettent de passer d'une solution X à la solution Bluemind, c'est effectivement beaucoup mieux. Donc, offrir une messagerie en fait à des grandes organisations, c'est quelque chose qui pourrait paraître simple. Ce qui va caractériser en fait une grande organisation, c'est le fait qu'elles sont grandes. Et là, vous voyez, vous avez bien fait de rester à 16h30 en fait, pour assister à cette conférence. Et vous voyez donc toute l'expertise que je peux avoir. Une grande organisation, elle est grande. Plus sérieusement, en fait, qu'est-ce que ça va impliquer, une grande organisation? Ça va forcément, effectivement, il va y avoir forcément beaucoup d'utilisateurs et beaucoup d'utilisateurs qui vont générer en fait, beaucoup de mails. Derrière, pensez qu'on va pouvoir prendre une solution calibrée en fait, pour une petite structure et la booster en, fait, en ressources et en quelques fonctionnalités, ça ne va pas marcher. Se dire, tiens, on va en fait injecter un petit peu de nouvelles techno, on va injecter un petit peu de NoSQL là-dedans, on va passer par du Kubernetes, on va dockeriser tout ça, vous allez voir, ça va être simple. Mais en fait, non, ça ne marche pas. Il ne suffit pas de booster en fait, une solution pour qu'elle puisse répondre aux besoins de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers d'utilisateurs. Sinon, qu'est-ce qui se passe? On le voit bien, en fait, ça pixelise. Donc, pour répondre en fait, aux besoins et aux exigences des grandes organisations, il faut avoir une solution en fait, qui va être pensée et développée pour ça. Que ce
soit d'un point de vue technique ou d'un point de vue en fait, des fonctionnalités qui vont être couvertes par la solution. Donc effectivement, en fait, dans les années 2000, donc il y a quand même maintenant un certain temps, une messagerie, c'était quoi? C'était en fait un serveur de mail, un serveur d'agenda, un petit peu de contact, quelques IHM web en fait, pour administrer tout ça, quelques IHM web éventuellement pour les utilisateurs pour pouvoir exploiter tout ça, quelques outils, et puis hop, on met les mains dedans, on agrège toutes ces briques techniques, et hop, roule ma poule, on a une messagerie qui tourne. C'était en fait, il y a 20 ans, il n'y avait pas les mêmes besoins, je pense notamment à la mobilité, il y a encore 20 ans, souvenez-vous, on utilisait les Palm Pilot. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas entendu ce terme, je suis sûr. Il y avait donc les Palm Pilot, les plus jeunes d'entre vous ne connaissent peut-être pas, ce sont les premiers PDA. Voilà, donc les Pocket PC. Donc à l'époque, on branchait ça en fait sur le PC et ça synchronisait avec le client lot. En 2021, donc aujourd'hui, la messagerie, c'est plus du tout ça, en fait. Le périmètre collaboratif a complètement explosé, donc on ne se limite plus, en fait, à des mails. Maintenant, on parle de communication unifiée, on parle de collaboratif étendu. Donc, les besoins, en fait, utilisateurs ont très, très fortement évolué. Les besoins en mobilité, on l'a vu, ça a explosé. Donc, en fait, les solutions sont beaucoup plus complexes. On ne se limite pas non plus, en fait, à apporter une solution technico-fonctionnelle. On apporte aussi tout ce qu'il faut pour accompagner, en fait, les clients ou nos partenaires avec toute une documentation qui va permettre une prise en main, en fait, de la solution. Donc, on voit qu'effectivement, en 20 ans, ça a quand même énormément évolué. Et donc, en tant qu'éditeur, on se doit, en fait, d'apporter les solutions pour les nouvelles exigences en fait, du marché. On parle maintenant en fait, dans les solutions de messagerie d'élasticité, de scalabilité. On a des nouveaux types d'hébergement. Il y a encore 20 ans, on installait nos solutions sur des serveurs physiques. Excusez-moi. Manu qui m'appelle en pleine conférence. Merci Manuel. Je vais mettre mon téléphone, excusez-moi, puis je gagne 2 minutes en mode silencieux. Donc, comme je vous le disais, en fait, tout ce qui est hébergement a également énormément évolué en 20 ans. Il y a 20 ans, on installait nos solutions sur des serveurs physiques. On prenait une galette, on la mettait dans le lecteur de CD, on faisait clic, clic, clic. L'open source, c'était pas exactement comme ça, mais en gros, c'était simple. Maintenant, en fait, on parle d'hébergement cloud, de virtualisation, d'élasticité, d'horizontalité, de montée à l'échelle, etc. C'est des termes, en fait, qui, à l'époque, n'existaient pas. Les élastiques, on les utilisait pour autre chose, éventuellement pour agréger en fait, les fils électriques avant de brancher sur la prise pour gagner de la place. Donc tout ça en fait fait que, effectivement, en 20 ans, ça a énormément évolué. Donc tout ça en fait nous amène au cœur du sujet. Donc effectivement, là, c'était juste l'introduction. Donc oui, effectivement, au niveau du temps, il faudra faire gaffe, je peux peut-être amener à parler un petit peu beaucoup. Donc là, on va vous présenter en fait tout ce que Bluemind en fait a implémenté dans sa solution. On voit qu'ici, en fait, le terme de mail n'apparaît pas. Donc, on va vous montrer ce qu'on a injecté dans la solution pour répondre à ces fameuses exigences en fait, au niveau des utilisateurs, en termes d'élasticité, en termes de gestion de gros volumes et en termes de résilience. Donc, la première chose, en fait, certains d'entre vous ont peut-être entendu parler du stockage objet. Le stockage objet, en fait, c'est une techno qui est faite pour gérer des gros volumes et apporter la résilience au niveau des datas. Donc maintenant, effectivement, c'est une solution qui est calibrée pour ça, qui est faite pour ça. Maintenant, le stockage objet, ce n'est pas une solution qui est magique, ce n'est pas plug and play, c'est pas je vais remplacer mon vieux stockage classique par un stockage objet, je plug et hop, ça tourne, ça marche. Ça ne marche pas du tout comme ça. En fait, il faut que ça implique, pour pouvoir greffer du stockage objet derrière votre solution, que la solution en fait, soit complètement repensée pour pouvoir exploiter le stockage objet. Un exemple, alors, je ne suis pas forcément moi le gros expert stockage objet, mais encore une fois, hein, si vous avez des questions, Thomas, lui, pourra vous répondre. Mais un exemple tout bête, en stockage objet, tous les fichiers sont à plat. On n'a pas de stockage hiérarchisé. Ce qui veut dire que pour toute application, quand on passe d'un stockage en fait, classique avec nos petits dossiers, les fichiers bien classés, à un stockage objet, il faut que la solution soit pensée pour ça, pour que l'applicatif retrouve ses petits. Et après, en fait, au niveau pareil, de l'applicatif, il faut que lui soit pensé pour pouvoir en fait, optimiser tout son dialogue entre guillemets, avec le stockage. Donc pour ça, il faut en fait, avoir les technologies et le code fait pour. Donc Bluemind en fait, a développé son propre connecteur pour en fait, se greffer sur du stockage objet. On peut se connecter sur plusieurs types de stockage objet. On sait utiliser en fait
l'API S3, mais on sait aussi se connecter sur du Scality, si certains d'entre vous en fait connaissent, qui est une solution aussi française, qui utilise aussi l'API S3, mais qui a aussi son propre connecteur. On est en fait partenaire de Scality, ce qui vous assure, si jamais vous voulez investir là-dedans, une solution complètement souveraine avec un éditeur français pour le stockage et un éditeur français pour la messagerie. L'avantage d'être un éditeur aussi comme nous, comme Bluemind, c'est qu'on vous fournit aussi des outils de stress test autour de ce stockage objet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de mettre la solution en production, vous aurez les outils qui vous permettront de mesurer la performance de l'applicatif avec le stockage objet. Donc ça vous permet en fait d'apporter une redondance, une résilience uniquement au niveau des données mail. Après, c'est quand même la grosse part en fait, du stockage sur les solutions de messagerie. Ça représente 90 à 95% du volume data, c'est les mails. Maintenant, ça vous apporte une redondance uniquement au niveau des mails. Il faut derrière vous apporter aussi une redondance au niveau de l'applicatif en lui-même. Comment on va faire pour gérer mes dizaines, voire mes centaines de milliers d'utilisateurs? Pour ça, en fait, ce qu'a fait Bluemind, c'est qu'on a implémenté ce qu'on appelle la fédération. La fédération, c'est quoi? C'est en fait une bulle composée de plusieurs plateformes. Il y a plusieurs concepts qui existent. Nous, on n'a pas pris le concept en fait, d'avoir une grosse infrastructure, une grosse architecture en fait, qu'on va gonfler au fur et à mesure. On ne met pas tous nos œufs dans le même panier. Et donc, on va multiplier en fait, les plateformes de messagerie. On peut héberger, on va dire, entre 5 et 10 000 utilisateurs. Et après, on peut multiplier les plateformes au gré en fait, des besoins. Ça veut dire quoi? Que ça vous apporte en fait, une souplesse au niveau des mouvements qu'il va y avoir dans votre entreprise. Je dis entreprise, mais ça peut aussi être une administration. Typiquement, dans les grandes entreprises, il peut y avoir régulièrement des rachats. Donc là, on gonfle, voire on réduit, parce que une branche en fait, est partie. Dans les administrations, ça va être la même chose. Il peut y avoir des réorganisations qui font que un ministère, hop, il va hériter, entre guillemets, d'un nouveau secrétariat, par exemple. Donc d'un coup, on peut se taper 10 000 utilisateurs en plus, ou 10 000 utilisateurs en moins. Donc avoir en fait une solution qui va fonctionner en multiplateforme vous permet en fait d'avoir une souplesse par rapport à ça et pas forcément d'avoir, il y en a qui connaissent en fait l'administration, de pas forcément gâcher entre guillemets vos ressources matérielles pour rien. Donc là en fait ça va vous permettre effectivement de gonfler au fur et à mesure ou de réduire au fur et à mesure. Un autre gros avantage en fait d'être multiplateforme et d'avoir une bulle qui va fédérer tout ça, c'est éventuellement de pouvoir répondre à des contraintes réseau. Donc dans les grands groupes ou dans les grandes administrations, c'est pas rare que les utilisateurs soient répartis au niveau mondial. Là-dessus, ils n'ont pas forcément tous des gros tuyaux pour aller taper sur des plateformes hébergées en centrale. Donc là-dessus, ce que permet en fait la fédération de plateformes, c'est d'éventuellement déporter une au plus proche de l'utilisateur, et ce qui lui permet en fait d'avoir sa plateforme à côté et de ne pas passer en fait par un débit réseau qui sera super limité, qui fera que en fait son service ne sera pas rendu. Donc la fédération en fait répond à ce besoin en fait, d'élasticité en termes d'utilisateurs et vous permet de gérer plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs. Maintenant, cette solution ne vous apporte pas la résilience en termes d'applicatifs et en termes en fait, d'utilisateurs. Pour ça, et pour avoir une résilience en fait, globale au niveau de la solution Bluemind, on a en fait, implémenté une interconnexion avec le logiciel Kafka. Kafka, en fait, c'est quoi? C'est une solution qui va en fait, backuper en temps réel toutes les données collaboratives, c'est pas les mails, c'est tout le reste, et surtout, et c'est ça qui est vraiment super important, toutes les transactions en fait, des utilisateurs. Donc en fait, le Kafka, Thomas, en fait, là, pour le coup, je lui passerai la main, il vous expliquera un petit peu ce qu'il y a sous le capot, mais le fonctionnement en fait, de Kafka, c'est de sauvegarder les données applicatives, et surtout, toutes les actions utilisateurs sont sauvegardées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, on a la capacité de toutes les rejouer. Donc en gros, on peut mettre en place des solutions soit de PRA, soit de PCA. Ça, en fait, ça va être au choix de l'utilisateur. Plus ça va, et plus nous, en fait, au niveau du rétex qu'on a pour nos clients, on voit qu'il y a de moins en moins de PCA, en fait. Le full automatisé, voilà, on préfère dire, je préfère avoir 30 secondes ou 1 minute ou 2 minutes d'arrêt de service, mais au moins j'ai la main sur mon système avant de basculer sur le secours. Donc là, en fait, ce que permet Kafka, en fait, c'est de éventuellement multiplier les plateformes de PRA. Rien n'empêche d'avoir des mécanismes de bascule automatique, mais le Kafka, en fait, vous permet d'avoir X plateformes de PA. Ça veut dire qu'en fonction, bien évidemment, de vos besoins. Derrière, on saura rejouer toutes les plateformes. Donc, dans le cas d'un souci sur la plateforme de production, on bascule sur la plateforme de secours, avec éventuellement un contrôle humain au milieu. La grosse plus-value du Kafka est de savoir en fait récupérer toutes les transactions, c'est qu'on peut les renvoyer sur une autre plateforme. Et le deuxième avantage d'avoir ça, c'est que ça vous permet de faire des mises à jour à chaud. Donc en gros, côté Bluemind, on peut soit rejouer les transactions sur la même version de Bluemind,
sur X plateforme, autant qu'on veut, ou sur une plateforme Bluemind mise à jour. Et la Bluemind, en fait, va prendre ces transactions, les adapter à la nouvelle version. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on peut basculer complètement de façon complètement transparente pour un utilisateur. On fait sa mise à jour, et une fois qu'on a vérifié que tout allait bien, on fait la bascule. Et ça, c'est vachement important aussi, ce que je viens de dire. En gros, comme on fonctionne en fait sur les plateformes qui sont à côté, qu'on rejoue complètement en fait toutes les transactions utilisateurs, toutes les équipes, avant d'appuyer sur le bouton pour dire maintenant on bascule sur la nouvelle version, peuvent faire les contrôles dans tous les sens pour s'assurer que tout va bien sur la nouvelle version, voire demander à des utilisateurs de venir vérifier. Et à partir de là, quand on a vérifié que tout allait bien, on appuie sur le bouton, c'est un schéma, voilà, je vulgarise, et on passe sur la nouvelle plateforme. C'est transparent pour l'utilisateur parce que bien évidemment, l'utilisateur, lui, passe par un point central au niveau de sa connexion, et en gros, il ne voit pas qu'il a switché de plateforme en dessous, que ce soit sur la plateforme de secours, que ce soit en fait sur la plateforme mise à jour. Donc, pour vous expliquer un petit peu comment cela fonctionne, je vais passer la main à Thomas, mais on peut voir que là, avec la fédération qui nous permet d'avoir en fait une élasticité au niveau des utilisateurs, une souplesse de gestion des utilisateurs, plus le stockage objet qui apporte en fait à la fois la résilience sur toutes les datas et le fait de centraliser tout ça, plus le Kafka, là on a vraiment une résilience globale sur tout le périmètre de la solution collaborative. Pour vous expliquer comment Kafka fonctionne, parce que très sincèrement c'est un outil qui est quand même reconnu pour sa stabilité, pour savoir gérer des gros volumes, il est fait pour ça. En termes de référence, c'est énormément utilisé en fait dans le milieu bancaire, donc où il y a à la fois des données sensibles et à la fois énormément en fait de transactions de générer. Et c'est utilisé aussi par exemple par Netflix. Où Netflix, là pour le coup, pareil, ça gère énormément de volume. C'est extrêmement utilisé par beaucoup d'utilisateurs, tout le monde connaît Netflix. Et donc on voit qu'effectivement, la solution, c'est quelque chose qui est vraiment fait pour ça, pour se faire stresser, pour bouffer en fait de la donnée et la recracher derrière. Et là, je vais passer en fait la main à Thomas qui va vous expliquer tout ça. Merci. Bah, tu as tout bien introduit, donc je pourrais presque gagner du temps. Non, donc oui, notre solution de fédération, pour détailler un peu comment on a implémenté tout ça, en fait, ça repose du coup sur deux briques en fait résilientes qui vont être d'une part le stockage objet et d'autre part la recopie des transactions métiers vers Kafka. Kafka, c'est un logiciel libre, hautement résilient qui s'installe en cluster. C'est un logiciel de stockage qui va venir stocker en fait des événements ou des changements ou des données. Il va les stocker sans les perdre. Et sa capacité, donc on va produire des données, les envoyer au cluster Kafka. Et c'est un logiciel qui après nous sait nous les rejouer. Donc on peut rejouer à volonté les différentes opérations qu'on a envoyées au cluster comme si elles venaient de se produire à nouveau. Sauf qu'évidemment on les rejoue en mode le plus vite possible et pas à la vitesse où elles étaient arrivées la première fois. Donc ça c'est super. Au niveau du logiciel Bluemind, on fonctionnait déjà en fait avec un fonctionnement, avec une gestion des changements ou un enregistrement de tous les changements qui se produisent au niveau du logiciel. Donc quand on a voulu s'intégrer avec Kafka, c'était en fait assez naturel de passer à ce logiciel-là, parce qu'à chaque fois qu'une donnée était écrite, mise à jour, supprimée, on avait déjà tout plein de branchements prévus à l'intérieur du logiciel pour pouvoir les envoyer vers le cluster et lui dire, ben voilà, telle donnée métier, elle vient d'être créée, telle donnée métier, elle vient d'être supprimée, tel mail, il vient de passer en lu, tel mail, il vient de passer en non lu. Donc toutes ces informations-là, on avait déjà tous les points de branchement pour envoyer ça à Kafka. Donc toutes ces infos-là, maintenant, vont vers Kafka. Donc oui, un mail qui passe en lu ou en non lu, c'est bien une opération qui va vers Kafka. Par contre, le mail lui-même et le mail volumineux et la partie volumineuse, la pièce jointe, ça reste côté stockage objet. Voilà, c'est pas une donnée qui vient remplir les données Kafka. Donc au niveau Kafka, on a surtout tout ce qui va être données collaboratives, données d'administration, c'est-à-dire les données d'annuaire, par exemple, un utilisateur est créé, un utilisateur est supprimé, tel utilisateur change de service, change d'unité d'organisation. Voilà, c'est ces choses-là qui vont aller dans le Kafka et qu'on va pouvoir derrière rejouer. Et c'est ça qu'on va vouloir faire, c'est les rejouer pour faire plusieurs choses. D'une part, les rejouer dans une nouvelle plateforme, telle une nouvelle procédure en fait d'installation.
où là, dans ce cas-là, à la volée, on va récupérer les données du Kafka, appliquer les modifications nécessaires si besoin, parce que dans la donnée sauvegardée, on sait quelle est la version du BlueMind qui a sauvegardé la donnée. Donc au passage, on est capable de dire, ok, dans cette version-là, les événements ou les contacts, par exemple, à cette époque-là, les contacts avaient un fax, maintenant ils ont un email, on va venir créer les nouveaux champs qui vont bien et mettre à jour la donnée à la volée au moment où on la recrée. Voilà. C'est ce genre de choses-là qu'on va faire avec Kafka et qui nous permet d'avoir toutes nos données accessibles dans des clusters résilients. Ensuite, au niveau de l'accès, on va avoir une recopie des données. On va utiliser aussi les données du cluster Kafka pour savoir où sont les utilisateurs. C'est-à-dire l'objectif pour faire une messagerie, on va dire, étalé sur plusieurs instances et réparti sur plusieurs serveurs, on va avoir besoin de savoir sur quels serveurs sont les utilisateurs. Ça, c'est des données que nous allons consommer en fait au niveau d'un proxy, et nous allons consommer en fait directement les données du cluster Kafka en temps réel pour savoir où sont les utilisateurs. C'est-à-dire que si un utilisateur migre d'une machine à une autre, par exemple, s'il migre avant, il travaillait dans la zone Europe, hein, et maintenant, il va venir travailler dans la zone Asie. Si l'utilisateur change de région, l'information va se retrouver écrite au niveau du serveur Kafka, puisque l'entrée d'annuaire va être mise à jour, et cette mise à jour va se répliquer au niveau du Kafka. Nos serveurs proxy vont enregistrer cette information, savoir que l'utilisateur vient d'être modifié et que maintenant cet utilisateur-là, il ne faut plus le router vers l'instance BlueMind d'Europe, mais vers l'instance BlueMind Asie. Donc c'est à ça que va nous servir en fait cette couche proxy que nous allons appliquer sur tous les protocoles supportés par la messagerie. Donc on va le faire évidemment pour la partie HTTPS webmail. Donc à partir du moment où on sait de quel utilisateur on parle, on est capable de envoyer son trafic sur le bon serveur. On sait le faire pour le protocole d'Outlook. Donc les clients Outlook connectés à BlueMind. Quand un utilisateur va migrer d'une machine à une autre, que ce soit parce qu'il y a eu une mutation ou parce qu'on a voulu gérer une situation de crash, de bascule sur un autre data center, ce sera complètement transparent pour la partie Outlook. Le proxy, lui, va orienter le trafic vers un autre serveur qui a un réplica des données. Et pour Outlook, c'est complètement transparent. Outlook étant, on va dire, entre guillemets, fait pour ça, c'est-à-dire il va gérer un mode offline, donc il a les données en local, donc une simple reconnexion, et il y a juste une session qui doit se réétablir entre Outlook et le serveur, mais c'est complètement transparent et l'utilisateur, en fait, n'y voit que du feu. Du coup, je me suis un petit peu avancé sur la partie bascule transparente. En fait, on sait le faire pour deux raisons différentes. En fait, ces histoires de bascule d'utilisateurs et la réorientation par le proxy du trafic d'un serveur BlueMind à un autre. En fait, on le fait pour deux raisons. On le fait pour la haute disponibilité, donc pour faire du PRA. Donc, s'assurer qu'on ait toujours une plateforme BlueMind disponible. Donc, on peut avoir un BlueMind qui est actif et en permanence une plateforme PRA qui consommerait toutes les données du Kafka sur un autre data center et qui aurait un lag, enfin un délai si on bascule, qui est de l'ordre de quelques millisecondes et pas je dois restaurer ma sauvegarde de la veille, donc j'ai perdu 24 heures de mail. Non, on va avoir un décalé entre le maître et éventuellement les réplicas sur les data centers secondaires. On va avoir un décalé de quelques millisecondes. Et donc ça, on sait le faire et pour la continuité et aussi en mise à jour. C'est-à-dire que notre logiciel est capable de consommer les données et de les upgrader à la volée. Et donc, on peut s'en servir pour faire la mise à jour avec aucune interruption pour les logiciels clients directement en temps réel, de manière transparente. Ok. Bon, je pense qu'on n'aura pas le temps de faire une phase de questions, en fait, parce que je vois qu'il est déjà en fait à 17h moins 3, donc il nous reste 20 minutes.
Alors j'espère que la plupart d'entre vous en fait n'attendent pas forcément l'arrivée de la ministre à 17h. Tout la tourne se barre. Donc effectivement, vous pouvez voir, pour reprendre en fait un petit peu le fil de la présentation, que BlueMind en fait est vraiment une solution qui en son cœur a vraiment tout ce qu'il faut pour répondre aux différentes exigences des grandes organisations et des grandes administrations. On va savoir gérer les gros volumes, on va savoir répondre aux besoins d'élasticité, au mouvement dans le temps, à la résilience globale. On a tout ce qu'il faut en fait sous le moteur pour répondre à toutes ces contraintes des grandes organisations. Maintenant, en fait, avoir une solution qui va être bien calibrée et adaptée en fait aux grandes organisations, aux grandes entreprises, c'est super. On va dire que c'est un prérequis, c'est un peu normal. Maintenant, et c'est là en fait où BlueMind s'est apporté, il y a aussi une grosse plus-value. Un des gros points très compliqués, c'est d'aller sur cette solution. Dans les grands groupes, la phase de migration est toujours quelque chose qui est très compliqué à gérer. Quand on est dans une PME avec 20 personnes, je ne dis pas que c'est pas impactant, mais quand on a 20 utilisateurs en fait, à migrer, ça peut être fait, ça se gère, on va dire, assez facilement. On peut bosser éventuellement un week-end ou une nuit, le lendemain matin, c'est bon, tout le monde est migré. Quand on a 20 000 ou 200 000 utilisateurs, ça ne se fait pas en une nuit. Donc là, en fait, effectivement, c'est quelque chose qui va être très compliqué à gérer, et c'est souvent en fait ce qui fait qu'on n'ose pas changer de solution. On reste sur laquelle on est, parce que c'est plus simple. On essaie vite fait de faire des mises à jour de temps en temps, on essaie de se débrouiller pour ne pas trop perturber les utilisateurs, mais c'est ce qui fait qu'on ne va pas lancer un gros chantier de migration vers une nouvelle solution. C'est là en fait où BlueMind en tant qu'éditeur a aussi une grosse plus-value, où on va vous apporter, ce que je disais tout à l'heure, rappelez-vous le premier slide de l'iceberg, il nous faut qu'on vous apporte en fait des solutions en plus de la solution technico-technique et fonctionnelle. Donc BlueMind en fait a tout un package d'outils de migration, donc le fameux, ce qu'on appelle le BM Migrator, où on va savoir vous apporter les outils qui vous permettront de migrer de votre solution existante. Donc on s'est migré de plusieurs solutions. Là, on voit en fait les plus connus, Office 365, Exchange, Zimbra, pour les plus connus en fait niveau marché. On sait aussi migrer de solutions un peu plus exotiques, type Copano, type Cario, qui ne sont pas forcément très connues. Et donc là, en fait, on va savoir donc être multisource. Ça, c'est quelque chose en fait qui est assez important, parce que dans les grands groupes ou dans les grandes organisations ou les grandes administrations, c'est pas rare qu'il y ait plusieurs systèmes. Typiquement, je prends l'exemple tout à l'heure du rachat ou d'une nouvelle entité qui arrive. Ils ne sont pas forcément sur votre système. Donc, avoir une solution qui vous permet de récupérer les données de plusieurs solutions existantes, c'est forcément un plus. Là-dessus, en fait, dans toutes ces migrations, il y a toujours deux questions qui reviennent. Comment est-ce que je vais pouvoir tout récupérer? Et comment est-ce que je vais pouvoir en fait, minimiser l'embêtement auprès de mes utilisateurs? C'est les deux points essentiels. Donc la BlueMind en fait a la solution technique qui va vous permettre de récupérer les données. Maintenant, on ne s'arrête pas là, et c'est là où on commence à apporter des solutions d'un point de vue organisationnel, c'est qu'on va savoir aussi vous reprendre le contexte en fait, utilisateur. Ça c'est quoi? C'est reprendre en fait les partages, les signatures, les filtres. Et ça en fait, mine de rien, c'est vachement important. Parce qu'avant, si on ne récupère pas ça, il n'y a que deux solutions. Soit c'est les équipes techniques qui se tapent le boulot et qui préparent en fait, le terrain pour passer à la nouvelle solution. Donc il faut que je prépare avant, que je reprenne les partages, machin, je me tape ça à la main. Généralement, on ne le fait pas. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va demander à l'utilisateur ou aux utilisateurs de refaire ça. Et les équipes, généralement, se chargent de faire ça pour les autorités. Et ça veut dire qu'on va perdre du temps après la migration pour remettre en place tout le contexte en fait, de production. Avec BlueMind, on sait reprendre tout ça. Donc en gros, ça veut dire que quand on va basculer sur BlueMind, les gens retrouvent leur contexte de boulot. Ils sont sur une nouvelle solution, certes, et vous verrez après en fait, qu'on a aussi des solutions pour faciliter ça, mais en fait, ils ont déjà tout le contexte. La deuxième plus-value qu'on a aussi, c'est que tous nos outils travaillent en différentiel. Donc ça veut dire quoi? Qu'on peut passer le temps qu'on veut à préparer le terrain. On peut faire une première grosse récupération des données, on alimente la solution BlueMind avec le gros des data. C'est généralement ce qui prend le plus de temps. Après, on va fonctionner en différentiel, ce qui fait qu'on peut récupérer une petite partie des données. Cette opération-là peut être faite très rapidement. L'autre avantage en fait, qu'il y a aussi à pouvoir bosser en différentiel, à pouvoir préparer le terrain, c'est qu'on peut tout bêtement demander aux utilisateurs d'aller vérifier s'ils ont bien récupéré tous leurs petits. Et ça, mine de rien, c'est un double avantage. Le premier, en fait, c'est qu'on investit, on responsabilise l'utilisateur, on lui dit, va voir la nouvelle solution, dis-nous si tu as bien tous tes petits, et il voit, en fait, il commence à prendre la main sur la nouvelle solution. Si par exemple, vous voulez changer les interfaces et dire, tiens, on va en profiter pour enlever un peu de clients lourds, on va mettre l'utilisateur devant la belle interface webmail qu'on a, vous verrez ça juste après, et ça lui permet en fait de prendre un petit peu la main et de commencer à poser des questions. Et surtout, c'est lui derrière qui va dire, ok, c'est bon, on peut appuyer sur le bouton, j'ai récupéré tous mes petits. Et pour les équipes informatiques, pareil, c'est du bonheur, parce
on prépare ça en fait en back-office, en amont, et au moment d'appuyer sur le bouton, on a pu vérifier qu'on avait bien tout. On peut lancer une opération qui, d'un point de vue arrêt de service, va être super minime, voire pas d'arrêt de service. Et ça, bah, c'est quelque chose effectivement qui est hyper important. D'autant plus que vous pouvez voir un petit mot magique en fait, au milieu qui est le split domaine. Donc ça, c'est encore autre chose. C'est en fait des solutions techniques qu'on a côté Bluemind qui permettent d'avoir une coexistence en fait, entre plusieurs systèmes. On va savoir faire cohabiter deux systèmes. J'avais fait une vanne au webinar. C'est vrai que la cohabitation, en plus, on sait que c'est pas forcément simple. Ben là, en fait, nous, on sait apporter une solution en fait, pour ça. Deux systèmes vont pouvoir cohabiter. Il va y avoir un système maître, un système esclave, et on saura en fait, bah, tout bêtement, faire du routage entre les deux systèmes. Soit parce qu'on ne veut pas migrer telle ou telle entité qui est basée très loin, et on sait que dans un an, ils vont partir, donc ça ne sert à rien de les embarquer, de les migrer sur notre solution. Pour raison X ou Y, on saura faire cohabiter ces deux systèmes. Ça, c'est en fait effectivement une vraie plus-value. Un des gros avantages aussi qu'on a côté Bluemind, et c'est là où on commence aussi, et j'ai commencé à vous en parler un petit peu, vous avez dû le voir aussi un petit peu avant, c'est qu'on est multi-client. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir des clients full web, on va aussi savoir faire fonctionner Thunderbird, et on va aussi savoir faire fonctionner Outlook de façon native. Ça, pareil, Thomas vous montrera un tout petit peu après. On a le temps, c'est bon, je ne suis pas trop à la bourre. Ce qu'on a fait, en fait, pour faire fonctionner Outlook de façon native, mais en fait, ce qui a été implémenté, c'est le protocole MAPI. Le protocole MAPI, c'est le protocole parlé par Outlook avec Exchange. Donc, en gros, votre client Outlook a l'impression de parler à un Exchange. Donc, ça veut dire pas besoin d'aller installer un connecteur sur Outlook pour qu'il puisse se connecter, en fait, et s'authentifier et travailler avec la solution serveur qu'il y a derrière. On remplace le serveur Exchange par un Bluemind. Ça veut dire quoi être multi-client? Ça veut dire d'un point de vue conduite du changement, dans un premier temps, vous pouvez éventuellement ne rien changer au niveau des équipes utilisateurs. Donc on le voit ici, hein, j'utilise le super laser. Avant, on avait 40% d'Outlook, 40% de Thunderbird, et on va dire 20% de web. On a pris l'exemple de Zimbra qui a aussi une solution full web. Donc basculant sur Bluemind, il n'y a rien qui empêche de fonctionner avec exactement la même répartition en fait, de parc client. Donc on peut rester avec nos 40% d'Outlook, on peut rester avec nos 40% de Thunderbird et avec nos 20% de web. En gros, vous avez la main. Si vous voulez en fait changer les habitudes et commencer en fait à migrer vos utilisateurs vers du full web par exemple, vous pouvez le faire, mais vous avez le choix. Et en fait, dire bon, on ne va pas trop les brusquer, on va changer une solution et après coup, tranquillement, on va faire évoluer notre parc. Et donc en gros, ça veut dire quoi? Bah, après coup, dire bah, effectivement, là, on va les amener doucettement sur du full web, qui est un peu le Graal pour les équipes techniques, pour généralement deux raisons. La première, c'est qu'on ne s'occupe plus en fait du poste de travail, j'ai plus à gérer les clients lourds. Et puis derrière, Outlook, c'est vrai que c'est un super outil, c'est un très bon client lourd. Enfin, tout le monde veut l'utiliser en fait dans l'entreprise, mais ça coûte 14 bras. Donc bah, généralement, effectivement, au niveau des équipes, on a envie de s'affranchir à la fois de la gestion du parc client et à la fois en fait du coup des licences à Outlook. Ça, vous pouvez le gérer en fait dans le temps. Après, on sait très bien qu'il peut y avoir des irréductibles gaulois en fait qui vont vouloir rester sous Outlook. Généralement, ils sont un peu à la tête de l'entreprise ou à la tête de l'administration. Ceux-là, ça peut être un peu compliqué de les faire bouger. Et bien, c'est pas grave. Vous pouvez les laisser sur Outlook et avoir en fait quelques utilisateurs sur cette solution Outlook, sans perte collaborative en fait au niveau de tout votre parc utilisateur. Donc en gros, ceux qui sont sur Outlook peuvent faire du partage d'agenda avec ceux qui sont sur Thunderbird, ceux sur Thunderbird peuvent faire du partage avec ceux qui sont sur le web, etc. On n'a aucune perte collaborative sur tout le parc client, peu importe en fait le client qui va être utilisé. Et ça, très sincèrement, pour moi, on est en fait les seuls en fait, du marché à fournir ce fameux protocole MAPI et cette souplesse en fait dans l'évolution de votre parc client. Donc, comme je vous le disais, en fait, on est multi-client. Donc je ne vais pas forcément m'étaler trop longtemps là-dessus. Donc comme je vous le disais, Thunderbird, on va le voir juste après, j'essaierai d'accélérer un petit peu sur les différents slides. On a en fait un add-on qui permet en fait de transformer Thunderbird en champignon collaboratif, donc d'apporter toute la couche collaborative en fait à Thunderbird. Sur Outlook, comme on vous l'a dit, c'est natif, donc Outlook, on utilise tout Outlook. Et on a également une interface full web qui a été développée, en fait, qui est sortie avec la version 4.6 de Bluemind, qui est sortie il y a une semaine et demie. C'est notre nouveau webmail qui a eu un temps de R&D assez long parce qu'il a été développé en fait en suivant les concepts du Design. Donc c'est un joli mot, c'est à la mode, mais quand on le met vraiment en place, ça va être très long. D'autant plus qu'on a aussi injecté tout ce qui était accessibilité dans le nouveau webmail. Donc ça pour le coup c'est pas un sujet bling bling. Il n'y a pas vraiment de plus-value pour l'utilisateur final, sauf pour ceux effectivement qui sont non-voyants. Et là pour le coup, c'est des processus qui sont extrêmement longs en termes de développement. Maintenant on a une belle interface qui est stable, qui
forcément, les premiers retours qu'on a tous les utilisateurs, c'est « ah bah ouais, c'est plutôt pas mal », et qui est web responsive. Ça veut dire quoi? Que pareil, d'un point de vue mobilité, vous pouvez éventuellement vous affranchir aussi de la gestion du parc de smartphones. Donc, bien sûr, on est compatible ActiveSync, donc on peut paramétrer un compte Exchange sur le téléphone, mais on n'est pas obligé de le faire. Voire avoir des consultations en fait, ponctuelles sur la tablette ou le smartphone d'un copain, si vous êtes un peu ouvert au niveau sécu. Et derrière, ça veut dire bah, je peux consulter sur un téléphone et l'interface en fait s'adapte à la taille de l'écran de votre device. Alors, du coup, moi je vais faire un petit focus sur la partie Outlook parce que comme l'a dit Fabrice, on est les seuls à supporter nativement les protocoles d'Outlook. Donc je vais essayer de vous expliquer un peu comment ça fonctionne en fait au niveau Exchange et pourquoi c'est compliqué en fait de supporter les protocoles d'Outlook et comment ça marche. Si on se dit le mail c'est interopérable, Exchange ça reçoit des mails, Exchange ça sait envoyer des mails, où est-ce qu'il y a la difficulté en fait dans le support d'Outlook? En fait, les mails, c'est assez standard au niveau du fonctionnement. C'est standardisé, on va dire, tant que les emails restent sur le réseau et sont encore dans les tuyaux. À partir du moment où le mail il arrive dans l'infrastructure Exchange et qu'il arrive sur un serveur de mail Exchange, il est accepté par un connecteur SMTP, mais derrière, un serveur Exchange va transformer le mail, il va l'éclater, le mettre en plusieurs morceaux, il va mettre les pièces jointes d'un côté, il va mettre les sujets de l'autre, il va faire tout un tas de traitements dessus pour catégoriser les infos, transformer les en-têtes, stocker ça dans son format à lui. Et ensuite, derrière, le fonctionnement d'Outlook, ça va pas être de consulter le fichier mail initial qui était respectueux des standards, qui était RFC 822, qui est arrivé par des protocoles standards. Non, ça va pas être comme ça qu'Outlook va fonctionner. Il va pas s'intéresser au fichier email. Il va plutôt interroger en fait le serveur Exchange comme s'il parlait à une base de données. C'est-à-dire que le protocole MAPI en dessous, ça ressemble pas du tout aux autres protocoles de messagerie, ça ressemble plutôt, en fait, si je devais caricaturer, au logiciel qu'on faisait à l'époque, les trucs type Minitel, où à chaque fois qu'on tape dans un champ, ça va faire directement une requête SQL. Bon, bah, c'est à peu près ça, en fait, le fonctionnement d'Outlook, dans sa façon de voir les choses, de voir les emails, de modifier les emails. Alors, par exemple, chez Outlook, ils ont inventé une fonctionnalité que... on a normalement ailleurs, dans aucune autre, messagerie, on va dire, du monde open source, c'est-à-dire les deux stockages, on va dire, classiques de messagerie dans le monde open source, ça va être Cirrus, Dovecot. Bon, bah, les deux, ils ont la propriété qu'un mail, c'est immutable, c'est pas mutable, ça ne peut pas être modifié. Bon, bah, une fonctionnalité de base que les utilisateurs Outlook, ils aiment, c'est, tiens, je peux changer le sujet d'un email, je le change, je re-sauvegarde et c'est fini. Bon, bah, voilà. Ça, c'est la personne, elle a oublié de mettre un sujet, bon, je le change, crac, enregistré, et voilà. Donc ça, quand on est, et c'est le cas chez Bluemind sur des serveurs de stockage classiques, du monde libre, robustes, éprouvés, tout ce qu'on veut. Bon, bah, pour supporter ce genre de fonctionnalité, je peux changer le sujet d'un email en plus de juste le mettre en lu non lu. Bon, bah, c'est un peu challenging pour les couches en dessous, en fait. Donc ça se fait pas comme ça, c'est-à-dire... on peut se dire qu'au début, il y a un protocole qui a l'air simple, ça manipule des données qui ont l'air simples, c'est-à-dire le modèle de données Outlook, il est simplissime. C'est-à-dire qu'il y a des messages, les messages ils sont dans des dossiers, les messages ils ont des destinataires, des pièces jointes. Ok, ça semble tout con. Sauf que chacun de ces objets-là dans le modèle d'Outlook, c'est du clé-valeur. Donc derrière, oui, on saurait, et tout est modifiable. Et la quantité en fait, de clés différentes, juste à la spécification qui énumère toutes les clés officielles qu'il peut y avoir dans un message, il y a genre 4000, enfin la spécification fait 300 pages en fait, juste à la liste des propriétés qu'il y a sur un message. Il y a 300 pages de spécification en PDF juste sur la liste des clés qu'il peut y avoir sur un message, sur un dossier, voilà. Et puis, ils n'hésitent pas en termes de modèle pour ajouter des nouvelles propriétés parce que eux aussi, ils apprennent, dans le monde Microsoft, ils apprennent aussi des trucs. Eux aussi, ça leur arrive d'avoir des bugs, de découvrir des choses. Donc, par exemple, sur un événement de calendrier qui est aussi stocké du coup dans un message, il y a 6 fois la date de début du rendez-vous. Pourquoi? Parce que à un moment, ils ont découvert ce que c'était qu'un fuseau horaire, que les fuseaux horaires, c'était un peu compliqué à gérer...
Après, ils se sont dit qu'il fallait, il n'y avait pas que des calendriers comme le nôtre. Bon, voilà. Enfin, en gros, dans un rendez-vous, par exemple, côté Outlook, la date est stockée 6 fois. La date de démarrage, il y en a une qui va être en UTC, une qui va être celle dans le fuseau horaire de l'utilisateur. Finalement, ils ont rajouté des propriétés pour dire, ben, on est quand même obligé de se mettre la time zone, le fuseau horaire du rendez-vous. Puis finalement, ils se sont dit, zut, les fuseaux horaires, ça évolue. Donc on va copier la définition du fuseau horaire directement dans le rendez-vous, parce que les fuseaux horaires, ça évolue dans le temps. Alors en France, on est assez stable, les dates de changement d'heure, c'est un peu toujours les mêmes. Il y a des pays où ils aiment bien changer la date de changement d'heure. Donc le fuseau horaire qui était valable à un instant T, sur le rendez-vous de 2002, si on s'était juste contenté de dire que c'était en time zone du Mexique, eh ben on n'est pas bon, parce que le changement d'heure au Mexique, il évolue dans le temps. Donc voilà. Donc il y a pas mal de choses. C'est un modèle qui semble simple, qui semble même assez simple, rationnel. Je veux dire, aujourd'hui, en plus des bases clés-valeurs distribuées, tout ça, ça semble super simple à stocker. Mais nous, derrière, on a déjà de l'existant et on avait besoin de greffer ce protocole au-dessus d'une messagerie existante, open source, où je rappelle que les mails sont non modifiables dans les stockages traditionnels de messagerie. Donc, ça demandait un peu de travail, de savoir présenter les emails actuels sous cette forme-là de clé-valeur en respectant toutes leurs contraintes. Donc quand on lui présente un rendez-vous, on lui présente 6 fois la date, chacune de manière un peu différente. Voilà. Présenter les fuseaux horaires, les définitions de fuseaux horaires formatées à la Microsoft. Donc il y a eu pas mal de choses à faire. D'une part, du coup, la partie dialogue, parce qu'au niveau réseau, on est sur du protocole binaire à 100%, on n'est pas sur du protocole texte avec sélectionne-moi la boîte de réception, récupère le mail numéro 1. Non, on est sur un truc un peu compliqué. Où tout est binaire, il y a un nombre d'appels assez impressionnant. Donc je suis en train d'accélérer un peu pour essayer de finir dans les temps, mais voilà. On est sur quelque chose d'assez costaud en termes de spécification, où chaque propriété aussi peut avoir besoin de son code de lecture spécifique. C'est-à-dire par exemple, un fuseau horaire, vous pouvez le stocker, vous pouvez dire que je suis Europe/Paris, et là c'est une chaîne de caractères, ou vous pouvez mettre toute la définition du fuseau horaire, c'est-à-dire c'est en Europe Paris, la transition se fait telle date, tel jour, tel machin, et ça c'est juste une seule propriété, mais c'est une propriété binaire qui a tout un format, où il y a 10 pages de spécification juste pour expliquer comment on doit représenter un fuseau horaire, et ça c'est une seule propriété. Donc on a dû écrire énormément de code en fait pour aller gérer les différents codecs, pour je comprends que là Outlook est en train de me transmettre un fuseau horaire, je sais le lire, je sais le comprendre, je sais à quelle heure on fait le changement d'heure, voilà. Donc pour les calendriers, il y a des propriétés assez velues. Mais pour le mail, il y a des choses assez compliquées aussi dans la représentation, par exemple des destinataires, des choses comme ça. Bon, ouais. On a dû implémenter aussi tout ce qui est export d'annuaire, c'est-à-dire Outlook, pour accélérer ses opérations, par exemple, fait un téléchargement complet de l'annuaire à intervalles réguliers. Mais il télécharge l'annuaire, il ne veut pas un fichier LDIF, non, pour OpenLDAP. Il veut son format à lui, le offline address book, dans un format bien binaire à lui, avec tous les utilisateurs sous forme de propriété. Ce n'est pas du format LDAP, ce n'est pas du classique. Voilà, il veut son format binaire, il télécharge ça toutes les 12 heures. Donc là, pour sortir les annuaires dans le bon format avec les bons champs, il y a eu un peu de travail aussi. Et évidemment, gérer le modèle. Donc une fois qu'on sait comprendre ce que veut Outlook au niveau réseau, derrière, il faut être capable de stocker la donnée qu'il nous envoie pour être capable de la lui restituer, et être capable de savoir modifier les choses. Quand Outlook il veut modifier un sujet d'un mail, on ne peut pas lui dire non. Donc il faut savoir comment on va traiter ce problème-là. Donc on a fait pas mal d'adaptations en fait au niveau de notre soft pour être capable, alors que notre stockage par défaut, les mails étaient immuables, pour que quand Outlook nous dit là le sujet du mail ils doivent changer, qu'en tâche de fond, nous on arrive à faire les opérations de créer un nouvel email avec le nouveau sujet, supprimer le truc dans son dos, et que tout reste tout bien propre, que tout reste cohérent au niveau protocolaire, au niveau Outlook, voilà. Donc ça a demandé pas mal de boulot. Donc c'est pour ça, je pense aussi qu'on est les seuls à faire ça aujourd'hui en termes de messagerie, à s'être lancé là-dedans. On a commencé en 2015 à travailler sur la partie MAPI. Et aujourd'hui, on commence à avoir des productions de taille solide, stable, voilà. Donc c'est pas un petit boulot, et c'est quelque chose qui est
qui est assez complexe. Je vais redonner la main à Fabrice en fait pour les innovations qu'on a côté webmail. Ouais. Donc, merci Thomas. Donc, comme vous l'avez compris, hein, Thomas est le directeur technique. Là, on l'a bien compris, je pense. Tu veux dire qu'on n'a rien compris à ce que j'ai dit Non, j'espère que les autres ont compris. Moi, je comprends à peu près, je commence un petit peu à voir, mais bon, après, des fois, non, ça va trop loin pour moi. Mais effectivement, ça marche. Donc, comme je vous le disais, on va essayer d'accélérer un petit peu parce qu'on est déjà un petit peu en retard. Donc, je vais juste vous montrer rapidement en fait, les interfaces. Donc, là, c'est le nouveau webmail, comme je vous le disais. Donc, l'objectif en fait, de ce nouveau webmail, c'est vraiment de se rapprocher d'une expérience un peu client loin. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, au niveau de votre parc utilisateur, vous puissiez à terme l'immigrer vers du full web. Donc ça, en fait, on est sur un peu sur des anciennes vues. Depuis, en fait, avec la version ici, apparaissent en fait, au niveau du nouveau BlueMind, les petites icônes de messagerie instantanée et la petite icône en fait, de visio. La version 4.6 qui est sortie la semaine dernière apporte le nouveau webmail, mais apporte surtout aussi tout ce qui est visioconférence. Donc là, l'idée, pareil, pour les grandes structures, c'est que vous puissiez en fait, apporter un périmètre collaboratif étendu à tous vos utilisateurs, que ce soit en 30 secondes. Ok, on vous appuie donc sur des solutions que vous avez déjà en fait en stock ou sur des solutions que nous, on saura apporter. Voilà, donc là, vous voyez effectivement Web Responsive. Donc là, l'idée, en fait, c'est de réduire en fait la taille de l'écran. Il s'adapte au fur et à mesure jusqu'à arriver au fameux affichage qu'on a sur les téléphones. On a juste la liste des messages et le menu burger qu'on retrouve, donc les 3 fameuses barres avec une interface web ici avec les 9 petits points. Je ne sais pas comment il s'appelle celui-là de menu. Il doit y avoir forcément. Il doit aussi avoir un nom. Il doit avoir un nom, mais je ne le connais pas. Voilà, donc on retrouve encore effectivement ici une autre vue en fait de notre webmail. Et donc voilà, avec effectivement ce qui se passe au niveau de l'appel des contacts. Je vais accélérer. Donc là, on est effectivement sur une vue smartphone où on voit effectivement qu'on se rapproche vraiment voilà. Et donc encore une fois, vue smartphone où on vous prouve que c'est effectivement responsive. C'est tout con à tester. Hein, si vous allez sur un BlueMind en fait, de test, il suffit de réduire la taille de votre écran et vous tombez sur la taille smartphone. Comme je vous le disais, Thunderbird, on s'est transformé en championnat collaboratif. Donc on retrouve ici en fait l'interface standard en fait, de Thunderbird avec le courrier entrant. Derrière, on a un add-on qui va faire appel à l'interface web en fait, de BlueMind. On retrouve tout l'agenda en fait, dans un onglet Thunderbird. On s'appuie sur le moteur web en fait, de Thunderbird qui est le même que celui de Firefox. Sauf on a viré en fait, les bandeaux et les menus d'accès qu'on retrouve sur l'interface web, du fait qu'on sait qu'on est dans l'agenda et qu'on n'a pas besoin en fait, de se balader entre les différentes fonctionnalités de BlueMind. Donc c'est ce qui permet en fait, d'avoir toute la couche collaborative sur BlueMind. On a la même chose en fait, au niveau des tâches, donc pareil, un nouvel onglet. On a aussi tout ce qui va être déport en fait, de pièces jointes, que ce soit sur du file hosting, donc on sait proposer nativement sur BlueMind, ou avec une solution de Drive que vous aurez. On fournit un add-on en fait, nous, pour se greffer sur du Nextcloud, où on va remplacer le file hosting par le Drive Nextcloud. Et là, en fait, il y a soit un déport automatique de pièces jointes qu'on voit ici, donc on peut paramétrer en fait, l'applicatif pour dire au-dessus de telle taille, pof, tu me déportes ta pièce jointe, ou faire appel directement au Drive, comme on retrouve ça en fait sur les grosses solutions. Ok, la visio. Et regardez comme on est content en fait chez BlueMind, c'est là qu'on voit qu'effectivement c'est une société en fait où on s'aime tous, c'est merveilleux. Et voilà, donc vous le lisez, comme ça vous l'avez compris, périmètre collaboratif complet, on sait effectivement apporter maintenant ce qui est couvert par le collaboratif étendu, la communication unifiée. Voilà. Et on sait aussi s'exacter sur plein de solutions. Je pense que les personnes peuvent après accéder à la présentation. Non. Mais par contre, elles peuvent venir sur votre stand. C'est ce que j'allais dire, n'hésitez pas à venir sur notre site si vous voulez plus d'informations. On pourra vous fournir en fait cette présentation qu'on a un petit peu accélérée sur la fin, mais là on va dire que c'était plus les slides de récréation, mais effectivement il y a tout un périmètre collaboratif qu'on va savoir greffer sur BlueMind qui ne fonctionne que en mode API. Donc ça apporte aussi une grosse souplesse pour l'implémentation dans votre système d'information. Et vous l'avez compris, donc avec BlueMind vous avez le choix, et c'est effectivement notre slogan, nous avons le choix. Et donc on peut voir que tout ce qu'on a implémenté, vous l'avez vraiment à tous les niveaux, au niveau technique, au niveau organisationnel et au niveau en fait organisation pour migrer vers notre solution. Merci. Merci.